Salut tout le monde, bienvenue dans Zero to Hero. Ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de 10 commandements pour créer un SaaS en IA, bien sûr sans coder, hein, vous connaissez la chaîne. Aujourd'hui, je pense qu'on va vers une ère où développer des outils, des logiciels, des softwares, des SaaS, des plateformes, quoi que vous voulez, va devenir de plus en plus une commodité. Donc maintenant, ça va jouer sur d'autres choses. Néanmoins, on n'est pas vraiment encore, arrivé à cet état où en tapant un simple prompt, on a directement, notre produit ou notre projet qui est lancé et qui est fait. Pour l'instant, il faut quand même, parler un petit peu avec la bête. Il faut, communiquer avec l'IA, il faut, déjà tester plusieurs IA et cetera. Enfin bref, il y a plein, plein de choses, à faire avant pour, au moins créer l'outil qu'on veut comme on l'imagine. Et donc, j'ai fait une liste, avec, 10 commandements. Je vous en ai fait une bonus en plus, ça sera un petit cadeau pour la fin. Hem et donc c'est tout ce que j'ai pu apprendre durant ces dernières semaines parce que ça fait maintenant quoi, 2 mois je crois que j'ai lancé la chaîne, et que je me mets à fond dessus. Donc, j'ai testé plein d'outils, j'ai testé plein de trucs, j'ai vu plein de trucs, j'ai appris des choses, j'ai essayé de vous partager plein de choses. Donc voilà. Là, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement un condensé, de tout ce que j'ai pu apprendre et c'est des choses que si j'avais su à l'avance, m'auraient vraiment beaucoup, beaucoup aidé et je vous les offre aujourd'hui dans cette vidéo. OK? Alors, on va commencer directement, sans perdre de temps, par la première. Donc la première, c'est tout simplement ne pas rush votre idée de projet directement. Ça, c'est une erreur que moi-même j'ai fait et c'est une erreur que je fais souvent de manière générale. C'est vrai que je suis assez, impulsif de ce côté-là, mais je sais que c'est pas une bonne chose à faire, en tout cas, encore moins maintenant avec, tout ce qui est IA, surtout à l'heure actuelle. D'ailleurs, je suis pas le seul, j'ai même des amis à moi qui font pareil, je connais beaucoup de gens qui font cette erreur-là. Mais là, pour le coup, si vous vous lancez, je vous conseille vraiment, mais vraiment pas de la faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, la première raison, c'est que la distance entre l'idée et la réalisation, elle est vachement grande. Dans le sens où, dans votre tête, vous avez une Ferrari et quand vous allez utiliser l'IA, bah, en fait, ça va être une 206 avec, des pannes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura des pannes à régler et quand on n'est pas mécano, ça pose des problèmes. Donc, c'est vraiment le problème numéro un, c'est qu'on a des visions et des attentes qui sont beaucoup trop hautes par rapport au degré de maturité qu'on a dans la technique, et dans l'IA aussi, hein, de ce qu'elle est capable de faire encore à l'heure actuelle. Donc il y a cet écart, ce petit fossé qu'il faut combler et il faut le combler avec plus d'expérience, avec plus de pratique et surtout en testant les outils, des intelligences artificielles, hein, de type Lovable, Bolt, Tempo Labs, V0, Replit, Windsurf, Cursor et cetera. Je sais que pour, certains, vous les connaissez pas, pour d'autres, vous les connaissez tous parce que peut-être il y a des développeurs ou peut-être qu'il y a des débutants. Mais je pense qu'il y a plus de débutants, notamment, sur, cette nouvelle vague, hein, j'ai envie de dire, d'outils ou d'agents IA no code et cetera. Hem, mais bon, en soi, ce que je vous conseille vraiment, c'est déjà, de vous faire la main. Surtout si vous êtes débutant. Faites-vous la main, la majorité d'entre eux, c'est quasiment gratuit pour les essayer, pour les utiliser. Lovable, vous avez 5 requêtes gratuites par jour, donc allez-y, bidouillez, voyez un petit peu, à quel point lequel vous déjà vous rend le plus à l'aise dans l'utilisation, lequel aussi peut être suffisamment pointu par rapport à ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous avez déjà des notions en développement, si vous êtes déjà un peu dans le marketing, vous êtes un peu dans le business en ligne, vous avez ces notions de, voilà, de certaines informations, et cetera, vous allez peut-être être plus à l'aise vers, une plateforme qu'une autre, OK? Mais déjà pour savoir laquelle vous convient le mieux déjà, ça serait déjà dans un premier temps hem, de les pratiquer. Voilà, tout simplement. Donc allez les tester directement et vous verrez par vous-même. Une fois que ça c'est fait, vous allez en choisir une, d'accord? Et je vous ai fait un petit graphique, bon c'est pas un gros graphique, mais c'est un petit graphique histoire de vous donner une idée de un peu, comment dire? Leur placement et leur positionnement sur le marché ce nouveau marché des IA no code. Donc je vous ai fait donc, de gauche à droite, donc à gauche, c'est tout ce qui est non technique, au milieu, ça va être tout ce qui est non technique, mais avec, des contrôles un contrôle avancé sur le code, un contrôle avancé sur, certains éléments avec,
des avantages, qui peuvent être relativement intéressants selon les profils et à droite, on a les trucs, techniques donc vraiment les trucs de geek quoi, vraiment pour tous ceux qui développent, et qui connaissent, plein de voilà, plein de trucs pour développer et cetera, OK? Moi, je vais vous parler surtout de ceux que je connais, d'accord? Donc Lovable et Tempo Labs. Bolt, j'ai essayé, mais honnêtement, j'ai vraiment pas trop accroché. Hem, Pourquoi? Pour des raisons, peut-être design, peut-être pour des raisons techniques, je sais pas. Il y a je sais que Bolt est un peu plus puissant en termes de d'ouverture, on peut faire plus de choses, mais Lovable correspond plus à mon utilisation d'un outil en IA, c'est-à-dire de développer des web applications. Alors que Bolt est un peu plus généraliste, j'ai l'impression. Et j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de problèmes avec Stripe, et cetera. Il y avait certaines intégrations qui étaient pas terribles, ça marchait pas très bien. Alors que Lovable, lui, est beaucoup plus, en termes d'intégration, il est beaucoup plus performant. Et puis il a certains avantages, notamment, par exemple, je trouve que la résolution des bugs est bien plus intéressante. Maintenant, encore une fois, c'est vrai que Bolt, j'ai même pas payé pour aller plus loin, j'ai juste testé les versions gratuites, donc c'est vraiment un ressenti pour le coup. Donc après, chacun, trouve midi à sa porte. Mais bon, moi personnellement, je trouve que le Lovable est vachement bien pour les gens non techniques, parce que moi, mon but, c'est pas d'être le mécano qui conduit la voiture, c'est d'être le conducteur de la voiture. Le mécano, je veux pas l'être mécano, ça m'intéresse pas. C'est une autre paire de manches. Il y a des outils tout le temps, ça évolue tout le temps. Il faut être à la page en permanence, et c'est pour ça qu'il y a des développeurs, il y a des gens qui resteront toujours dans le code, parce qu'il y a toujours ce niveau de connaissance dans les nouveaux outils qui doit être permanent. Alors que moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de piloter le business que je fais avec la web app. Ensuite, celui que j'ai testé, on va dire un peu plus en profondeur, c'est Tempo Labs. Lui est vraiment très, très intéressant, heu, parce qu'il est à la fois technique, mais à la fois non technique. Donc vous pouvez l'utiliser des 2 manières. Voire peut-être, ça peut vous initier à la technique. Si par exemple, vous savez que vous avez des facilités à apprendre, des nouveaux sujets, vous avez des facilités à intégrer des paradigmes, intégrer, des éléments de code et cetera, du coup, ça peut être aussi une bonne alternative. Moi, je sais que progressivement, je suis en train de migrer vers Tempo-Lab, mais pas pour tout, parce qu'il y a certains avantages avec Lovable qu'on peut avoir qu'avec Tempo-Labs, on n'a pas. Par exemple, avec Lovable, je trouve que la résolution des bugs est beaucoup plus intéressante. Heu, je trouve que le chat est très, très intéressant parce qu'on peut parler avec Lovable, pendant longtemps. Des fois, je parle plus avec Lovable que je produis, de prompts pour réaliser ce que je veux faire. Tout simplement parce que des fois, j'ai des petits bugs ou j'ai des soucis, par exemple, avec la base de données sur Supabase, et il m'aide vraiment à régler des bugs, et vraiment, je trouve qu'il est excellent de ce côté-là. Alors que Tempo-Lab, c'est un peu plus fouillis, il résout des bugs, mais des fois, moi, je sais que la première fois, je croyais que j'avais des bugs, mais qui n'étaient pas résolus parce qu'en fait, il est gardé toujours en rouge, et dans le chat, et donc je me disais: «C'était pas réglé», alors qu'en fait, ils étaient réglés. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça, et je trouve qu'il est moins performant aussi dans la résolution des bugs. J'ai l'impression que des fois, il fait des loops. Alors, Lovable le fait aussi, Bolt aussi le fait aussi, mais notamment, je trouve que Lovable est moins est en parlant avec lui, avec le chat, justement, on peut débloquer ces problèmes-là, alors que sur Tempo, j'ai l'impression que c'est un peu différent. En tout cas, il est moins performant de ce côté-là. Mais par contre, de l'autre côté, il a d'autres avantages, c'est, il est, très, très fort dans la réalisation des prompts qu'on lui donne. Donc il peut nous faire vous donner un même prompt à Lovable et à Tempo-Labs, vous verrez que Tempo-Labs vous sortira un meilleur produit, enfin un meilleur résultat que Lovable. Lovable, si vous voulez, avoir le même effet, voire même mieux, le problème c'est il faut lui donner des prompts avec du code, avec des éléments pour qu'il fasse exactement ce que vous voulez. Et donc, c'est une main à prendre, mais bon, voilà, c'est 2 éléments différents. Bon bref, là, je vous ai fait un petit topo rapide. Pour ce qui est de Cursor et Windsurf, j'ai testé, mais je vous avoue que c'est un peu technique. Heu, c'est un peu comme Tembolabs, mais c'est un peu plus loin. On peut aller un peu plus en profondeur, et on sent que c'est vraiment un outil pour les techs. Et moi, je suis pas un tech. Moi, j'ai besoin d'avoir un peu de soutien, et cetera, parce que comme je vous ai dit, mon projet, c'est pas d'être un développeur. Mon projet, c'est de faire un MVP qui soit convenable et qui fonctionne, comprendre un peu comment ça fonctionne, et voilà, et avancer. Après si, voilà, après le but c'est de prendre des devs qui eux vont travailler sur le projet et cetera. Le but c'est pas d'avoir, toujours quelqu'un, enfin d'être toujours, la personne qui va être derrière les fourneaux. Donc voilà. Hop, alors, donc ça c'est fait. J'avais un petit élément en plus. Ah oui, là je vous avais mis, voilà, une petite comparaison, des avantages que j'ai pu voir sur les 2. Donc Lovable, il est moins cher, il est à partir de 20 par mois.
Vous avez le chat IA qui est très, très bien pour résoudre plein de problèmes, vous aider à déployer par exemple, votre SaaS, sur Vercel et cetera. Enfin bref, sur, ou sur, Netlify et cetera. En tout cas, il vous aide vraiment, dans l'évolution de votre projet. Il résout mieux les bugs et il a une interface qui est très facile et très claire. Le Tempo Labs, lui, il va être beaucoup plus performant sur les résultats qu'on va lui demander de faire. On va avoir accès au code, donc ça, c'est quand même cool. Vous avez une intégration avec Figma, donc pour tous ceux qui savent utiliser Figma, qui sont un peu designers et cetera ou qui sont dans dans ce dans le design, dans l'UX et cetera, bah, ils vont pouvoir s'amuser justement avec, l'intégration Figma. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore testé, je sais que Lovable a fait un équivalent avec un système en passant par une extension de builder.io et ensuite, ça renvoie sur Lovable avec un prompt, qui a voilà bref, qui a fait un screenshot de l'image, qui a ensuite reproduit le code à partir de l'image. Enfin, c'est un peu technique et ça merde vraiment beaucoup pour l'instant. Ça marche des fois, mais la grande majorité du temps, moi personnellement, ça marche pas terrible pour Lovable. Mais je pense qu'avec le temps, ils vont l'intégrer et ça va mieux marcher. Mais pour l'instant, ça allait pas. Donc intégration Figma, c'est un vrai avantage sur Tempo Labs, surtout qu'elle est officielle. Ensuite, on a une option aussi illimitée à partir de 350 € par mois, ce qui est pas mal pour ceux qui sont des gros consommateurs de prompts, qui vraiment les utilisent à fond. 350 € par mois, c'est pas non plus une grosse somme. Enfin, je veux dire, si vous développez votre outil avec et que vous savez que vous avez besoin de beaucoup, beaucoup et que vous êtes déjà peut-être on va dire un techos, hein, quelqu'un qui fait de un peu de tech, ça peut être cool, je trouve, parce que les autres Windsurf et cetera, ils auront bon, certes, c'est moins cher, peut-être, au début, mais ils ont pas ce côté illimité, hem, ce qui est quand même, relativement cool. Après bon, vous pouvez faire, Visual Code avec, Klein et cetera. Moi, je suis pas rentré là-dedans, c'est un peu plus technique. Moi, j'ai un pote qui m'a montré ça à la base et cetera. C'est vrai que c'est vraiment cool, mais c'est pas le projet, quoi. Je veux dire, j'ai pas forcément envie d'être un tech, à fond, quoi. Peut-être après, peut-être plus tard, mais moi, j'ai la conviction que ça va aller dans le bon sens et que petit à petit, les IA, comprendront parfaitement ce qu'on veut et il y aura une sorte de template, de mock-up qui est assez généraliste et qui fait parfaitement l'affaire, quoi. Donc voilà, ça c'était pour le premier commandement. On va passer maintenant au deuxième. Le deuxième, donc, c'est explorer avec des petits projets. Donc, la première étape, comme je vous disais, vous alliez tester les différents outils, voir avec lequel vous serez plus à l'aise. Selon votre profil, bah, si vous êtes un tech, allez plutôt sur Tempo Labs jusqu'à Cursor ou Windsurf. Et si vous êtes moins des devs, bah, vous voyez plus, enfin, moins des devs, je dirais plutôt pas du tout, enfin, des non-devs, des non-tech, bah, passez plutôt sur Lovable ou Bolt ou Tempo Lab si vous avez un petit peu plus de notions sur tout ce qui est business web, et cetera. Donc vous connaissez plein de choses, ce sera peut-être un peu plus facile, mais en tout cas, voilà, vous avez ces différents outils. Une fois que vous les avez maîtrisés, que vous les comprenez, que vous arrivez à enfin, vous avez choisi lequel vous préférez, ben vous allez passer sur la partie exploration. Et donc cette partie exploration, elle est importante. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez choisi votre IA, enfin votre agent IA, votre outil IA, appelez-le comme vous voulez, il faut que vous connaissiez un petit peu les patterns qu'il a. Il faut que vous connaissiez les limites qu'il a et il faut que vous compreniez aussi les paradigmes dans lesquels il, comprend les prompts et comment il vous donne les résultats après. Je vous donne un exemple. Moi, avec Lovable, par exemple, j'ai remarqué que sa mémoire était relativement faible. Donc, des fois, dans certains prompts, comme je sais que sa mémoire est faible, bah, du coup, j'intègre des éléments, qu'il a implantés, précédemment durant la progression du projet, à l'intérieur du nouveau prompt. Pourquoi? Pour lui rappeler de ne pas oublier ça. Ou ci ou ça. Parce qu'une fois qu'il a oublié, bah, le problème c'est que, bah, il fait de la merde et des fois, si vous êtes un peu débutant, bah, vous allez essayer de rattraper la merde en faisant un nouveau prompt et donc du coup, vous payez plus de crédits pour réparer les bugs que vous avez fait avec les autres crédits. C'est pas terrible. D'ailleurs, utilisez plutôt, le backup directement. Dès qu'il y a un problème, backup, on revient en arrière, on cherche pas et on refait le prompt d'une meilleure manière. C'est hyper important, plutôt que retravailler un prompt dégueulasse qui a fourni un résultat dégueulasse. Donc, revenons un petit peu au 2 commandement. Faites des générateurs, faites des to-do list, faites des landing pages, faites des dashboards, faites des chatbots. Essayez d'intégrer différents API, Stripe, PayPal, Lemon Squeezie, ce que vous voulez. Intégrez ce que vous voulez, mais pratiquez un petit peu. Alors, soit en gratuit, soit rajoutez, même s'il faut mettre un petit billet, hein, de 20 €, 30 €, 50 €, mettez-les. Allez au fond des choses,
amusez-vous, créez des trucs et plutôt, n'essayez pas de créer forcément, hem, des pages. Essayez de rentrer dans ce qu'on appelle la logique business. C'est-à-dire, ce sont des mécaniques business, pour que ça fonctionne pour, peut-être vos clients. Donc par exemple, un générateur et ben, il va falloir voir un petit peu, pourquoi. Si vous faites un générateur de mots de passe comme on a dit, bah, peut-être qu'il y aura des certaines choses à vérifier et à faire, en sorte que ça fonctionne bien. Les to-do list, bon ça c'est le plus simple. Heu, mais voilà, essayez de voilà, faites des landing pages quand même, hein, essayez de voilà, d'apprendre à les utiliser, voir le potentiel, mais essayez quand même le maximum d'essayer de créer vraiment des fonctionnalités, hein, des features, pour comprendre un petit peu des trucs forcément pas très compliqués, mais histoire que vous maîtrisiez un peu l'outil, que vous compreniez un peu les redondances, les erreurs qu'il peut faire et cetera. Comme je vous disais, les limites que l'outil que vous allez choisir peut avoir. Que ça soit dans l'interface, que ça soit dans les bugs, que ça soit dans plein de choses, hein. Dans sa façon de ré de réaliser le résultat que vous lui avez demandé avec votre prompt, et cetera, et cetera. Je vous jure que c'est des mini détails qu'on quand on est au début, on ne voit pas, mais qui sur le long terme, on remarque et c'est des détails qui font vraiment la différence et qui, économisent déjà du crédit, mais en plus de ça, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus précise. Parce que vous saurez à quel moment être précis, à quel moment ne pas l'être. Je sais par exemple qu'avec Lovable, à un moment donné, il y avait un niveau de détail dans les prompts qui n'assumait plus. C'est-à-dire, vous lui donnez un prompt, bien balèze, vous dites: «Là, c'est super détaillé, impossible», il se trompe et ben, en fait, il va vous faire qu'une partie du prompt, le reste, ça va être, un peu à la zeub. Donc c'est voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment pondérer et savoir à quel moment on va lui faire un prompt détaillé, à quel moment on lui fait pas un prompt détaillé, à quel moment on va lui répéter des éléments des prompts passés qu'il a réalisés, et cetera, et cetera. Ou des fois, je lui demande carrément de vérifier parce que des fois, il fait des trucs, par exemple, il vérifie pas le travail. C'est-à-dire qu'il y a un bug, il va vous dire: «Bah, je vais aller, chercher pourquoi ça marche pas» et en fait, il va tester un après l'autre des raisons mais il va pas, par exemple, aller checker, tout ce qu'il a fait précédemment comme vérification et du coup, ça fait qu'en fait, des fois, il fait des boucles. Vous voyez, des petits détails comme ça qui font perdre du temps et qui sont un peu chiants, quoi. Enfin bref, comme je vous disais, on va revenir, à l'élément du deuxième commandement. Explorer avant tout pour mieux connaître l'outil que vous allez utiliser. Alors le troisième commandement. Tirer parti des micro-sas. Encore une fois, c'est un truc que j'ai dit dans d'autres vidéos. Les micro-sas, à l'heure actuelle, c'est le plus intéressant parce que c'est plus facile à lancer, c'est plus rapide. Vous avez peu de problématiques en termes de features, de conflits, et cetera. C'est vraiment, vraiment, le plus intéressant à l'heure actuelle. Puis avec le temps, petit à petit, vous pourrez passer sur des sas un peu plus complexes, des trucs un peu plus costauds, mais pour l'instant, faites vraiment des micro-sas. Donc les projets les plus simples, sont les projets que vous pourrez shipper le plus vite et sur lesquels vous allez pouvoir avoir des retours, sur lesquels vous allez pouvoir aussi faire des évolutions, par rapport aux retours et donc ça, c'est quand même vachement cool. Ensuite, évitez les multi-features, donc aller jusqu'à un à 3 features maximum, donc fonctionnalité, hein, pour ceux qui ne savent pas. Heu, une feature, juste pour info, c'est pas un élément. Une feature, c'est un regroupement de sous-éléments, d'accord? Vous avez des features et vous avez des sous-features qui vont faire la features au total. Je vais donner un exemple. J'explique ça parce que moi-même, en fait, ça fait 2 mois que je suis, dans l'IA et cetera et que j'essaie d'apprendre à utiliser tout ça et je vous partage tout ça. Mais moi-même, en fait, il y a des trucs que je comprenais pas. Je pensais des fois que les features pouvaient être un peu plus simples alors qu'en fait, les features peuvent être vraiment beaucoup plus complexes. Par contre, le savoir, ça détermine tout et ça change tout dans votre, vision globale de comment vous allez faire votre outil. Alors je vous ai fait un petit exemple. Donc là, par exemple, vous avez une features et des sous-features. Donc, ça la feature principale, ça va être la facturation automatique pour les freelances. D'accord? Donc et les sous-features, ça serait donc la génération automatique de factures, pardon, à partir d'un devis. Ensuite, la personnalisation de factures avec le logo, les couleurs, mention légale et cetera. Ensuite, vous allez avoir envoi automatique des factures par email, suivi, des statuts des factures, donc payé, impayé, retard, attente et cetera. Ensuite, vous allez avoir relance automatique en cas de non-paiement.
voyez? Et donc ce regroupement de sous-features, de sous-fonctionnalités vont faire la fonctionnalité en elle-même et c'est cette fonctionnalité-là que vous allez monétiser, alors c'est un exemple, hein, n'allez pas forcément faire celle-ci, j'essaie juste d'apporter du contexte pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que cette features-là, vous allez l'intégrer dans votre web app et ensuite, bah, avec les pages de paiement, et cetera, les abonnements ou pas, vous pouvez faire des comment ils appellent ça? Des one payment time, je sais plus, one time payment, un truc comme ça? Bon bref, vous pouvez faire un SaaS qui paye en une seule fois, hein, c'est pas forcé que vous faites, de l'abonnement. Donc en gros, peu importe, mais une fois que vous avez fourni en fait ce service automatisé, que vous avez créé avec votre outil d'IA et ben vous derrière, vous allez le facturer et donc, vous facturez la feature. C'est ce que je vous dis quand vous faites, une seule ou un maximum 3 features pour le lancement, hein. Puis après, si ça fonctionne bien, vous pourrez, évoluer comme vous le voulez. OK? Voilà, donc ça, c'était pour le troisième commandement. On va passer maintenant au quatrième. Donc là, trouver une idée. Je sais que, on a tous des idées. Maintenant, ce qui est intéressant quand même de prendre en considération, c'est quand même les signaux et donc l'un des meilleurs signaux, c'est quand, ça part de vous. C'est-à-dire que vous faites un SaaS peut-être qui résout un problème que vous avez ou qui vous concerne ou que vous savez, en tout cas, vous êtes dans le segment qui pourrait être intéressé par ce que vous allez faire. Voilà, c'est vraiment plus intéressant parce que du coup, vous connaissez parfaitement les concurrents, peut-être s'il y en a. Vous connaissez, notamment, les besoins. Vous savez, comment vous pourriez le faire de la meilleure manière. Vous pouvez répondre à plein de questions qui vont faire que vous allez prendre des meilleures décisions dans la construction de votre outil ou de votre SaaS. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Maintenant si, ça part pas de vous et que vous savez pas trop quoi faire, vous pouvez quand même, copier, des SaaS existants. Parce que copier, c'est mal, mais copier, ça marche. Et donc là, vous allez pouvoir regarder directement, notamment aux US. Pourquoi les US? Bah, ils sont vraiment largement devant, hein, je ne vais pas vous mentir. Et donc, vous allez pouvoir prendre les micro SaaS qui sont là-bas, qui marchent vachement bien, et les importer. Alors, les importer en France ou les importer en Europe, peu importe la langue ou peu importe l'endroit, mais en tout cas, vous avez un moyen d'exporter quelque chose qui fonctionne dans un endroit à un autre endroit. Le faire comme vous pouvez à votre sauce, et cetera. Mais en tout cas, vous savez que ça fonctionne quelque part, donc il y a de fortes chances que ça puisse fonctionner ailleurs. Et donc là, pour, voir un petit peu, les micro-SaaS qui sont intéressants et qui fonctionnent, vous pouvez aller directement donc sur Product Hunt, Indie Hackers, Facebook Librairie. Donc là, il faut avoir des idées de niche déjà. Regardez sur des chaînes YouTube également, des niches, comment dire? Que vous avez à la tête, enfin à l'idée dans la thématique, qui vous intéresse et puis, aller, chercher comme ça des idées, de micro SaaS qui sont assez intéressants. Utiliser des outils comme SimilarWeb, vous allez pouvoir voir le trafic du site et cetera. En général, quand il y a du trafic, c'est que ça marche. Vous pouvez aller sur Google aussi, enfin Google, vous pouvez aller sur, comment il s'appelle l'outil? Je sais plus, il y avait un outil gratuit. Bon bref, c'est pas grave. En tout cas, un outil, de référencement, de SEO qui va vous dire combien il y a de requêtes sur le nom de marque, par exemple. SEMrush, par exemple, voilà, donc vous créez un compte SEMrush, pour avoir 7 jours gratuits ou je crois que c'est 15 jours, non? Je sais plus. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez, un autre outil, je sais plus c'est lequel, je me rappelle plus. Bref, peu importe. Prenez l'outil de votre choix. Ah si, c'est Yoda, non, Yoda Insight, c'est plus pour les Français, donc c'est moins international. Bon bref, peu importe l'outil que vous voulez prendre, vous regardez, vous cherchez, vous trouverez. En tout cas, je vous ai donné SimilarWeb et vous avez SEMrush et puis vous regardez, ou Google, hein, vous allez sur, Google, si vous avez un compte Google AdWords, Google Ads, vous pouvez aussi, regarder directement là-bas, les mots-clés. En tout cas, voir si le nom de la de la enfin du SaaS est tapé sur, Google ou pas. S'il est tapé, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés et qui tapent le mot-clé pour aller sur le site, pour l'utiliser. Donc ça veut dire que ça marche. Donc bien sûr, s'il y a 500 personnes par mois qui le tapent, c'est pas la même chose que s'il y a, je sais pas moi, 50 000. Vous voyez tout de suite, 50 000, ça a beaucoup plus de poids, c'est sûr. Mais au moins vous avez une visibilité sur la performance, du SaaS quoi, tout simplement. OK? Alors ensuite, tac, 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 c'était le cinquième. Donc ensuite, on va passer donc à la validation de l'idée. Là, encore une fois, vous prenez pas trop la tête. Donc soit vous avez une idée, soit vous avez plusieurs idées.
Bien sûr, ça va être un peu différent, dans certains cas, si vous avez plusieurs idées et si vous avez une seule. Mais déjà, achetez un nom de domaine générique de préférence si vous avez plusieurs idées que vous voulez tester. Comme ça, vous savez, un peu Uber, ça veut rien dire, hein, Google, ça veut rien dire. Mais bon, voilà, c'est un peu dans l'idée. Pourquoi? Parce que si vous avez plusieurs idées, vous allez faire plusieurs landing pages et donc vous allez, faire plusieurs pages et vous allez tester après directement, si ça fonctionne ou pas. Pareil pour une idée. Bon là, pour le coup, vous pouvez garder un nom de domaine plus proche de la niche. Donc si vous êtes dans le truc de l'email, bah, peut-être avoir mail dans le nom, je sais pas, des trucs comme ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser un outil comme Unbounce pour justement faire ces landing pages et créer, ce qu'on appelle des waiting lists, des voilà, vous proposez une offre de valeur avec une promesse spécifique, genre, je sais pas, pour, tous ceux qui s'inscriveront à la waiting list, ils auront un avantage, ils auront un prix fixe, à vie, et cetera. Je sais pas, enfin, proposer plein de choses et si vous avez juste un seul, une seule idée, vous pouvez quasiment aller jusqu'à faker le produit et voir s'il y a des gens qui payent ou pas. Et donc, s'il y a des gens qui payent, vous avez un énorme signal sur le truc, que vous êtes en train de faire. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont très intéressés. OK? Ensuite, pour acquérir du trafic, vous prenez pas la tête, vous allez sur Facebook, ou Google et puis, vous faites de la pub dessus, hein, tout simplement, et vous allez voir. Donc vous mettez, je sais pas, si vous faites de la pub sur Facebook, bah, très, très vite, hein, même voilà, en 2 jours, je pense que vous aurez, des résultats, vous saurez quoi. De toute façon, c'est assez clair de base, comment dire? Si vous mettez 50 balles et que vous avez 25 personnes qui s'inscrivent, vous savez que vous avez un truc intéressant. Si vous mettez 50 balles et que vous voyez que vous avez, 0 ou 1 inscrit, vous voyez que c'est pas terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Hem, Après c'est à vous de pondérer bien sûr, hein. Mais après vous pouvez pousser à si vous lancez plusieurs landing pages avec plusieurs idées de SaaS et ben, faites une landing page par idée de SaaS et puis vous les mettez, sur, sur votre pub Facebook. Voilà, vous mettez, dans le voilà, vous lancez puis vous voyez enfin Facebook va vous dire laquelle fonctionne le mieux et c'est là où il va dépenser plus de budget. Donc là, bien sûr, ça sera peut-être pas 50 balles, 100 balles, mais ça sera peut-être un peu plus. Mais au moins, vous aurez épuré, vous aurez testé toutes les idées en même temps, quoi. Donc voilà. Ça, c'est une petite astuce qui peut être intéressant à pratiquer. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Vous pouvez aussi passer par, du mailing, enfin, vous savez, récupérer des mails et puis après vous essayez de, voilà, de transformer les gens et cetera. Mais ça marche surtout en B2B. Si vous faites du B2C ou du B2B2C ou des trucs comme ça qui sont à la fois B2B mais à la fois B2C, dans les SaaS en général, ça il y a plein de trucs qui marchent comme ça. Là, c'est plus, peut-être, essayer de la pub, ça peut être intéressant. Et si c'est du B2C, alors ouais, passez sur la pub, vous prenez pas trop la tête. Essayez de voir si les gens sont réceptifs à votre idée, quoi. OK? Hop là! Donc, 6e, commandement. Donc là, créez votre micro SaaS avec le framework PAP. Alors, PAP, moi je l'appelle PAP. Je vais vous montrer, c'est vraiment très, très intéressant. Ça fait partie des éléments que si j'avais su au début, ça m'aurait vraiment, évité de faire des conneries, mais vraiment des grosses conneries, quoi. Notamment avec, la marketplace que je monte d'ailleurs toujours, il faut que je refasse des petits trucs et tout dessus parce que je suis passé sur un SaaS que j'ai, bah, déployé, que je vais bientôt lancer. Mais celui-là, je le garde un peu pour moi, je vais pas le mettre sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, heureusement que je l'ai fait sur la marketplace, mais au moins de ce côté-là, c'est vraiment, un framework qui est vraiment game changer dans la façon de créer l'outil de créer l'outil, en fait, tout simplement, OK? Donc là, je vous déploie un petit peu ça et là, on va voir, OK? Donc voilà, le framework PAP, c'est tout simplement, un framework qui va donc, parler enfin, je vais vous le faire le nom directement. PAP, donc le premier P, c'est page, le A, c'est authentification, le 2e P, pardon, c'est paiement et le 4e P, c'est produit. D'accord? Et donc, comme vous pouvez voir, on a 2 onglets. Donc le tab 1, tab 2. Ça veut dire qu'on va séparer le projet initial en 2 sous-projets. Sur Lovable, par exemple, vous avez, 2 projets, quoi. Vous créez pas tout au même endroit. Pourquoi? La première chose, c'est que si vous avez, une merde à gauche, admettons, vous avez quelque chose dans l'authentification ou un bug avec les pages d'authentification, ça va pas forcément influer sur le produit.
Or, moi, ça m'est arrivé. J'ai fait des trucs des fois où l'IA a pris des initiatives et par rapport à un problème ou à un prompt que je lui ai donné, il a modifié des trucs dans ma logique business et il a modifié des trucs dans le produit, en fait. Et donc, ça pose des problèmes parce que du coup, après, ça vous crée des bugs et ces bugs-là, vous savez pas d'où ils viennent et lui, il va essayer de le régler, mais il comprend pas. Vous voyez, ça rend les choses beaucoup plus complexes. Si vous voulez avoir un SaaS propre, vous séparez, la partie page, authentification et paiement d'un côté et la partie produit de l'autre. Vraiment, c'est hyper important. C'est vraiment 2 projets séparés et ça m'a fait réaliser pourquoi des fois quand on se connecte sur des SaaS, vous voyez app. Le nom du SaaS.com par exemple ou .io. Vous voyez? Donc c'est et en fait, je me disais: «Mais c'est vrai, pourquoi ils utilisent des apps à chaque fois?» Je m'étais posé la question une fois, parce que je le voyais très souvent, mais en fait, c'est parce qu'en fait, ils séparent les 2. Après bien sûr, vous allez pouvoir faire, communiquer les 2 parties par API, hein. Vous demanderez à Lovable ou l'outil que vous voulez de créer des API pour que les 2 projets communiquent. Mais c'est vachement, vachement important parce que du coup, si par exemple, vous itérez sur votre produit et qu'il y a une merde qui se passe au niveau du produit, et bien en fait, elle va pas forcément, casser la partie, page. D'ailleurs, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que le SaaS a carrément planté genre, il a tout par exemple, ça m'est arrivé une fois où en fait, dans la marketplace, il a tout refait. Il a supprimé toutes les pages que j'ai fait pour recréer des nouvelles pages. Et bah, ça rend dingue quoi quand ça fait ça. Et du coup, surtout quand on les voit pas, hein. C'est-à-dire qu'ils changent des trucs, mais on n'est pas au courant et ça peut poser vraiment des problèmes. Donc le fait est d'avoir les 2 tab 1 et le tab 2 séparés, ça change vraiment, vraiment la donne d'un point de vue en termes sécurité du travail, mais également, facilité d'évolution du produit. Donc une fois que vous avez fait vos pages et cetera, ça c'est OK. Mais le produit derrière, bah, peut-être que vous allez améliorer vos features et cetera. Même si vous déployez votre SaaS et cetera, que vous le mettez en ligne, et ben, peut-être que vous allez faire une version 2, une version 3, et cetera et donc vous allez pouvoir l'intégrer indépendamment de tout ça. C'est-à-dire que tout ça ne bouge pas, il y a que cet élément-là qui va changer et qui va évoluer, en fait et donc ça rend le travail quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus pro et aussi beaucoup moins risqué d'un point de vue technique. OK? Donc voilà. Donc PAP, très, 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 très important. Donc là, je vous ai mis un petit exemple, par rapport à la facturation, comme on disait. Donc là, j'ai expliqué un peu à ChatGPT pour qu'il me fasse le truc, mais voilà, ça donne un peu ça. Donc le projet 1, on va faire la page d'authentification et les paiements. Donc là, le but, mettre en place, une structure, de sa standard. Le premier P, donc page, site web et landing page. Donc on va faire la page, d'accueil avec les présentations du service. Ensuite, on va faire un comparatif des plans et des abonnements, un témoignage client avec FAQ, call to action, et cetera. Créer votre compte, gratuitement. Voilà, OK. Ensuite, on va voir tout ce qui est de la partie, c'est même pas les pages, là, c'est plutôt la partie authentification. Donc là, c'est gestion des comptes, notamment avec Supabase si vous utilisez Lovable comme moi. Même d'ailleurs, si vous utilisez pas Lovable, Supabase, c'est vraiment génial, hein, de ce point de vue-là. Donc vous allez pouvoir gérer les inscriptions, les connexions avec Google, LinkedIn, email, et cetera. Vous allez pouvoir gérer aussi les autorisations, c'est-à-dire cette page-là est autorisée seulement aux gens inscrits, qui ont, ce niveau d'abonnement et cette page-là pour ceux qui ont ce niveau d'abonnement après, plus et cetera et cetera. Donc ça va vous permettre de gérer en fait comme ça, la gestion des rôles et aussi la gestion des autorisations. Bien sûr aussi tout ce qui est sécurité, rappel de mot de passe, récupération et cetera et cetera. Donc voilà, ça c'est de ce côté-là, vous aurez beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Ensuite, le troisième P, ça va être l'intégration de la monétisation. Donc là, Stripe, PayPal, ça peut être, Molly, enfin peu importe ce que vous utilisez, Checkout, Lemon Squeezie, enfin peu importe. En tout cas, vous allez pouvoir intégrer la partie monétisation avec, avec la page, mais également avec l'authentification, qui eux vont donner l'autorisation après au projet 2 de fournir le service ou le produit. OK? Donc là, ça va être directement donc, le but, développer l'outil qui résout le problème pour les freelances, module de facturation, créer des factures UX ultra simples, choix des modèles basiques, design et pro, ajouter des infos clients et cetera, ajout des services, envoi de suivi des factures, génération en PDF et envoi par email, tracking, est-ce que le client a bien ouvert la facture, relance automatique en cas de retard, paiement intégré optionnel si vous voulez le rajouter, voilà, de mettre le paiement à l'intérieur de l'email, tableau de bord financier pour voir les factures payées en attente, en retard, et cetera, estimation des revenus mensuels et annuels, et cetera, et cetera. Donc voilà, ça c'est un petit plan, voilà, d'un SaaS qui utilise le framework PAP, PAPE, bref, un peu comme vous voulez, OK? Tac tac.
Ensuite, pour ceux qui veulent moins se prendre la tête ou qui veulent aller plus vite, j'ai une petite alternative. Ça serait d'utiliser un site qui s'appelle framer.com. Et donc, c'est un outil qui fait tout ce qui est page, landing page et cetera, vachement bien. C'est très, très sympa. Vous avez plein, plein de trucs, cool. Je vous invite à aller voir de votre côté, mais du coup, vous allez pouvoir intégrer Stripe, vous allez pouvoir intégrer après enfin connecter votre, application et cetera avec Framer et cetera. C'est pas donné, je crois que ça commence à partir de 70 balles si je me trompe pas ou 50 balles. Ça reste relativement cher, mais c'est des designs extrêmement, c'est très joli, c'est très, très bien fait. Je vous laisserai regarder ça de votre côté. Voilà, vous voyez, c'est à partir de 75 dollars. Je trouve que c'est quand même relativement cher pour faire des pages. Moi, personnellement, pour mon SaaS, je l'ai fait directement avec l'outil, avec, Lovable. Mais par contre, si vous faites des trucs, un peu différents peut-être, qui ont besoin d'un design un peu plus performant et encore, je suis même pas sûr, hein, pour un MVP, vous devriez même pas vous prendre la tête. Mais bon, pour ceux qui en ont besoin, je me devais quand même de l'alternative. OK, donc voilà, Framer plus Lovable ou autre que vous connectez après directement. Voilà, donc ça, c'était pour le sixième commandement. Le septième commandement, on va passer donc, sur, oui, l'utilisation des bibliothèques de composants ou de templates prêts à l'emploi. Donc là, vous en avez plusieurs, hein. Moi, personnellement, celui que j'avais montré sur la dernière vidéo, c'était celui de 21st.dev. C'est un super outil franchement, sauf que là, j'ai oublié de préciser certains petits trucs, notamment avec la dernière vidéo. C'est que normalement, si vous signe up, normalement, bah, je crois même pas après, non, pas besoin. Voilà, vous pouvez directement, vous voyez, selon les IA que vous avez, enfin, que vous utilisez, télécharger le prompt avec à l'intérieur le code. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un prompt plus le code. Bien sûr, juste une chose, vérifiez toujours, pour, changer les titres et cetera. Vous pouvez le faire directement vous-même dans le code. Je vous inviterai à regarder ça de votre côté. Mais en soi, voilà, ça vous permet, d'accéder directement, à votre composant. Donc là, typiquement, ça lag un petit peu encore, j'ai l'impression. Vous voyez là, donc typiquement, là, vous avez un petit effet design, sur le titre, mais vous en avez plein d'autres, hein. Si ça vous intéresse, regardez la vidéo que j'ai faite, vous en avez vraiment pas mal. Mais c'est pas la seule bibliothèque, hein. Celle-ci, elle est intéressante, elle est vraiment bien, il y a plein de trucs, mais vous en avez aussi, celle de Tailwind, hein. Je crois que c'est la plus connue, hein. Très, très intéressant. Vous avez plein de trucs, vous avez des templates, vous avez des components, enfin des composants et que vous allez pouvoir intégrer dans vos prompts pour qu'ils puissent vous faire exactement ce que vous voulez dans la page, quoi. Je vous en ai mis un autre, Daisy UI aussi qui est très, très bien. Voilà, c'est très joli, un peu arrondi et cetera. C'est vachement sympa. Je vous laisserai regarder ça de votre côté. D'ailleurs, au fait, pour tous ceux qui veulent, vous avez, le lien en description où vous pouvez, télécharger. Je vous envoie ça directement par email. Comme ça, vous pourrez, vous aurez un récapitulatif, vous pourrez aller naviguer, cliquer, voir par vous-même et cetera et cetera. L'ensemble, des 10 commandements que j'ai fait pour vous. OK? Donc voilà, c'était le septième, c'était donc voilà et après il y en a un dernier. Je vous laisserai regarder ça de votre côté. Ensuite, on a le huitième commandement. N'oubliez pas donc, tout ce qui est emailing, bien sûr, parce que vous allez faire votre SaaS, mais derrière, les autorisations, les inscriptions et cetera, les paiements, les machins, tout ce que vous voulez, tout ça, va falloir envoyer des emails. Et donc ceux-là, vous avez donc Resend et ensuite vous avez Postmark. C'est 2 outils qui sont très, très sympas. Moi, personnellement, je préfère, Resend. Je trouve qu'il est vachement cool et il est surtout moins cher. Mais ça vous permet, voilà, par API, de faire des envois d'emails, par rapport à votre SaaS selon les événements que votre utilisateur va avoir avec votre SaaS. Donc ça peut être plein, plein d'événements, mais en tout cas, ça va être envoyé directement à travers Resend, de manière automatique. Bien sûr, là, je ne vous parle pas de marketing, hein, je vous parle de tout ce qui est transactionnel, tout ce qui est informationnel et cetera sur des événements avec votre SaaS. Ensuite, derrière, si vous voulez du marketing pur, je vous conseille d'utiliser soit MailerLite, qui est moins cher, très abouti. Vous avez des landing pages en plus, si vous voulez avoir un outil de landing page et cetera. Ensuite, vous avez Kit et vous avez Brevo. Brevo, lui, il fonctionne avec un système de quota, donc vous payez d'un nombre de milliers d'emails que vous envoyez, alors que MailerLite et Kit, c'est illimité, mais c'est plus sur le nombre d'abonnés. Mais vachement, vachement important de penser à ça parce que si vous lancez votre truc, mais que vous n'avez pas d'emailing pour, gérer vos interactions avec vos utilisateurs, ça va créer sûrement des problèmes.
Ensuite, on va avoir donc le neuvième commandement. Donc là, ça va être quel hébergeur choisir pour, votre SaaS. Alors vous avez 3 niveaux selon moi. Donc vous avez tout ce qui est AWS, donc Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure. Donc ça, c'est plus pour les gros projets, les trucs un peu ambitieux et techniques. Ensuite, vous allez avoir un niveau juste en dessous, ça va être Digital Ocean et Heroku. Donc c'est tout ce qui est un peu startup, et cetera, mais ça va être plus léger que AWS et Google. Et après, vous allez avoir le dernier niveau qui est en fait Netlify et Vercel. Moi, personnellement, j'ai pris Netlify parce que mon SaaS est extrêmement simple. J'ai pas fait, comme je dis, je fais pas des trucs très compliqués. Donc, c'est un SaaS extrêmement simple qui règle qui fait une chose en particulier et qui la fait très bien. Et donc, ça me suffit amplement. Si vous voulez, c'est plus pour des choses plutôt statiques, plutôt avec un peu de dynamisme, bien sûr. Il faut que ça soit un peu dynamique sur plein de choses, mais c'est pas aussi pointu que les deux niveaux d'au-dessus. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est si vous avez des SaaS, des micro SaaS, allez directement. Si c'est un peu plus technique, avec un back-end, que vous voulez un back-end un peu plus solide, allez plutôt sur Vercel. Si vous avez un truc statique mais très léger, allez plutôt sur Netlify. Et les deux ont des plans très très intéressants au niveau de l'abonnement. Je crois que ça commence à partir de 25 $ sur Netlify, mais je crois que vous pouvez avoir jusqu'à 50 000 utilisateurs sur Netlify, enfin, ou visiteurs, je sais plus, utilisateur ou visiteur, bon bref, enfin, il y a beaucoup de marge, hein, entre le moment où après vous avez des fonctionnalités. Je sais que par exemple Netlify, si, vous voulez accéder à un dashboard avec, les informations et cetera, bah, vous allez devoir, passer à la version payante à 25 balles. Moi, personnellement, je me suis fait mon petit dashboard perso sur mon SaaS, donc voilà, personnellement. Après, je pense que je vais partir sur un autre outil pour avoir un truc plus général pour intégrer toutes les API avec, bah, je sais pas, s'il y a du Facebook Ads, s'il y a du Google Ads, s'il y a, des intégrations avec d'autres trucs et cetera, du, Google, Analytics et cetera. Enfin, vous voyez? Donc des trucs plus complexes avec un dashboard bien plus professionnel, bien pensé par des vrais développeurs qui sont là-dedans depuis longtemps. Vous avez des outils spécialisés à ça, mais ça encore une fois, ça sera le sujet peut-être d'une autre vidéo. Mais donc pour l'instant, honnêtement, vous avez déjà de quoi faire. Vous avez même pas besoin d'avoir des trucs, ultra pointus en termes de dashboard. Mais voilà, c'était vraiment le seul avantage à passer sur la version payante sur Netlify, que finalement, personnellement, j'ai même pas encore pris. Donc, je vais tester déjà comme ça et on verra par la suite. Je vous tiendrai au courant de toute façon. OK. Alors ensuite, 10e commandement, ça va être au niveau, un peu plus marketing. Ce que je vais vous essayer de vous conseiller, c'est vraiment d'intégrer l'affiliation de base directement, heu, dans votre projet. Parce que le marketing, en termes de publicité, ça coûte relativement cher. Certains partenariats sont relativement chers, alors que l'affiliation a ce pouvoir d'aligner tout le monde, vers le même objectif. C'est-à-dire que si vous vendez, tout le monde gagne, en fait, et donc l'intérêt est commun. Par contre, effectivement, il faut être généreux sur l'affiliation. Moi, personnellement, je vais passer, je pense entre 30 ou 40 d'affiliation directement, à, mes affiliés. Parce que je veux qu'ils fassent la promotion, je veux qu'ils soient motivés. Donc c'est, selon moi, le meilleur deal, c'est de faire un truc comme ça. Ensuite, ça c'est de mon point de vue, hein. Ce que je vous conseille, c'est de le faire directement sur votre, propre, sur Lovable directement. Maintenant, si vous avez peur que ça devienne technique, parce que ça m'a pris un peu la tête quand même, hein, parce que faut retourner sur la base de données, faut pas qu'ils se trompent, faut que les autorisations soient séparées, faut que la personne qui se connecte en tant qu'affilié, voilà, ce soit séparé avec la personne, votre utilisateur, et ses plans et ses propres et les plans de l'utilisateur. Vous voyez? Donc, il faut pas s'entremêler et surtout des fois, comme je vous disais, des fois l'IA, elle comprend pas toujours très bien ou elle oublie. Donc quand vous lui dites, d'intégrer de l'affiliation, il va commencer à mélanger les bases de données. Ça peut arriver, hein. Moi, c'est un truc qui m'a fait. Donc voilà, c'était, un peu, un point important. Donc pensez à bien, bien faire les choses, à segmenter, mais par contre, l'affiliation n'est pas une option encore une fois. Après si, vous voulez utiliser Lemon Squeezie, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est un processeur de paiement pour les produits digitaux, hein, notamment. L'avantage, c'est que lui, il intègre directement le système d'affiliation. Donc, par contre, c'est beaucoup plus cher, hein, Lemon Squeezie. Si vous comptez le tout, vous êtes à 8 je crois, un truc comme ça. Donc, rien que de base, les paiements, c'est je crois 5 et si en plus de ça, vous faites l'affiliation, ils prennent 2 et quelques plus, des enfin voilà. Moi, je trouve que c'est abusé, mais c'est une façon de faire, hein. Il y en a pour qui ça dérange pas.
Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser, des outils, type, Rewardful ou, Affiliate qui vous permettent d'intégrer un système d'affiliation externalisé à votre SaaS. Ça peut être un moyen, mais encore une fois, on est sur, du 50-100 balles minimum. Donc, c'est pas gratuit. Alors personnellement, j'ai préféré le faire moi-même, hein, mais voilà. Donc, très important l'affiliation, ne négligez pas parce que, faire de la pub, ça coûte cher. Après, vous pouvez faire des TikTok, vous pouvez faire des vidéos YouTube, vous pouvez faire du plein de choses, mais en soi, vous allez décupler votre force d'acquisition si vous arrivez ne serait-ce qu'à avoir, je sais pas moi, 100 affiliés qui, vous font rentrer en moyenne, hein, si on pondère sur la moyenne, 3 personnes par mois, bah, ça vous fait 300 clients par mois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc si vous avez un SaaS avec un qui est sur, du mensuel, ça reste intéressant, quoi. OK? Donc ça, voilà, c'était pour le 10e, commandement. Donc, là, je vous prends, comme promis, le dernier abonnement bonus, commandement bonus, pardon. Donc là, ça va être plus par rapport au SEO. Je sais qu'à un moment donné, j'ai voulu faire un blog et je me suis posé la question: «Est-ce que je fais un blog moi-même ou est-ce que je fais un blog, ce qu'on appelle headless?» Donc headless, ça veut dire tout simplement que la partie, du blog, front-end est gérée par un prestataire extérieur, on va dire, alors que le contenu, lui, est géré de manière back-end à l'intérieur. C'est ça, ça veut dire qu'en fait, vous avez votre contenu dans votre base de données, mais l'outil va lui-même, enfin, un outil va, lui, créer un super design, créer vraiment un super beau blog avec des fonctionnalités, etc., très, très poussées. Mais encore une fois, moi, personnellement, je suis parti plus pour le faire sur Lovable, donc j'ai fait mon propre blog. Par contre, c'est clair qu'en termes de design, en termes de fonctionnalité, et cetera, c'est pas aussi poussé. Donc la question, c'est si votre source d'acquisition principale dans votre stratégie, c'est le blogging, peut-être passer sur un système de blog headless, ça peut être intéressant parce que vous allez avoir plus de fonctionnalités. Parce que moi, maintenant, si je veux développer, des améliorations et ben, il va falloir que je les développe moi-même. À chaque fois, à chaque détail et cetera. Ça prend du temps, des fois c'est chiant et des fois on n'arrive pas à faire exactement ce qu'on veut. Et ça peut être pénible. Alors que là, avec un blog headless, vous allez pouvoir, bah, vous amuser beaucoup plus en termes d'ergonomie, en termes d'UX, en termes d'interface et gérer le contenu d'une meilleure façon pour que vos visiteurs puissent ensuite, passer plus de temps sur votre blog, et cetera. Mettre des vidéos, mettre, du contenu écrit, des réseaux sociaux et cetera. Enfin, un truc un peu plus dynamique. Voilà, vous pouvez vous amuser avec ça et donc là, vous avez 3 outils. Vous avez donc, Strapi.io, vous avez Contentful.com, vous avez Ghost aussi. Ghost, c'est un peu le moins cher, je trouve. Les autres sont relativement plus chers, mais bon, voilà, ils existent. Encore une fois, j'essaie de donner un maximum d'infos pour tous ceux qui en ont besoin et je vous les partage. Donc j'ai pas forcément, je les ai pas testés. Si Ghost, par contre, je connaissais quelqu'un qui avait utilisé un Ghost et cetera, donc je connais un peu plus. Ça reste relativement propre, c'est vachement bien même d'ailleurs. Mais voilà, une fois que vous vous êtes positionné vous dans un sens ou dans l'autre, donc si vous êtes plutôt vous faites un blog avec de l'IA, vous essayez de faire un truc propre, vous revenez un petit peu dessus, mais voilà, vous faites un truc plus ou moins automatisé, ou délégué à moitié, bah, peut-être que là, voilà, vous voulez faire un truc plutôt simple, juste voilà, histoire d'avoir de la visibilité, de transférer de l'autorité à votre site et cetera. Bah, ça peut être plutôt cool de partir sur un système de blog que vous faites sur Lovable. Si vous avez un blog qui est plus stratégiquement positionné, pour, acquérir du client vraiment, bah, peut-être passer sur un headless, je sais pas. Je sais qu'en tout cas WordPress, ça peut être cool, vous l'intégrez en parallèle, mais par contre, c'est vrai que je trouve que c'est un peu dommage, parce que, WordPress a aussi d'autres, a des avantages, mais aussi d'autres qualités, enfin d'autres inconvénients. Alors que je trouve que le côté headless est plus propre, si on a un SaaS un peu, voilà, un peu techno, un peu tech où on fait un truc propre et cetera. On peut vouloir avoir un truc, un peu plus costaud, un peu plus, ou surtout en plus qui peut communiquer de la data avec le SaaS, qui peut récupérer des trucs, être un peu plus intéressant, un peu plus abouti, peut-être qu'un blog sur WordPress. Même si les blogs sur WordPress, je connais, hein, j'ai utilisé, ça marche très bien, il pas de problème.
C'est un peu casse-pipe, je trouve, selon moi, mais encore une fois, c'est une question, personnelle. Personnellement, je trouve que maintenant, on peut faire beaucoup mieux, et il y a des outils d'ailleurs, de plus en plus d'outils de blogging qui sortent, qui sont, indépendants. Mais enfin bon, bref, ça c'est encore un autre sujet et ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais pour l'instant, je pense que je vais vous laisser. J'ai fait un petit peu le tour. J'espère que c'était pas trop long. J'ai essayé de faire ça assez proprement. Encore une fois, vous avez un lien en description, pour pouvoir télécharger, la fiche Notion. Et bah, voilà, on arrive à la fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez me transmettre un message. Je lis tous les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner et cetera, comme d'habitude. Je vais pas vous saouler avec ça, mais ça aidera la chaîne en tout cas, ça fera plaisir. Ah oui, petit point, dans tous mes liens Notion, en général, il y a beaucoup de enfin beaucoup, il y a certains liens qui sont en affiliation. Si vous cliquez, ça fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne, ça aide aussi à me soutenir et cetera, donc pour le travail fait. Donc n'hésitez pas, ça vous change absolument rien et moi, ça contribue à mon travail. Voilà, tout simplement. Ça fait vachement plaisir. Donc voilà, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ça m'a fait plaisir. Bye.